chanter, danser, villageois la nuit tombe, Sabine joue, a tout vendu, sa beauté de colombe, tout son amour, pour l'anneau d'or du comte de Sardagne, pour un bijou, le vent qui vient à travers la montagne m'a rendu fou. Alors, comme vous le voyez, on vous a mis dans tous les sens. Parce que ce qu'on vous propose, c'est pas vraiment un spectacle. Nous, on va vous raconter des histoires. On travaille sur la légende des siècles. Décidé un beau matin, il s'est réveillé et il a décidé d'écrire l'histoire universelle, c'est-à-dire l'histoire du monde, depuis la création du monde jusqu'au XXe siècle inclus. Je vous rappelle qu'il est mort en 1885, mais il a projeté le XXe siècle. Le tout en alexandrin. Et voilà. Et je trouve que rien que d'avoir eu cette idée-là, moi je dis chapeau, je trouve ça démentiel. En même temps, il ne faut pas que ça fasse peur pour ceux qui auraient envie de se plonger dans le bouquin, parce que tout ça, ça se lit comme des nouvelles, en fait, comme des petites histoires. Moi, c'est la vision d'où est sorti ce livre. J'eus un rêve, le mur des siècles m'apparut. C'était de la chair vive, avec du granit brut, une immobilité faite d'inquiétude, un édifice ayant un bruit de multitude. C'était une muraille et c'était une foule. Adam et Ève, Napoléon, un crapaud, le volcan Momotombo, le roi de Perse, les pauvres gens. La cabane est pauvre, mais bien close. Le logis est plein d'ombre, et l'on sent quelque chose qui rayonne à travers ce crépuscule obscur. Des filets de pêcheurs sont accrochés au mur. Au fond, dans l'encoignure où quelque humble vaisselle, aux planches d'un bahut vaguement étincelle, on distingue un grand lit, aux longs rideaux tombants. Tout près, un matelas s'étend sur de vieux bancs, et 5 petits enfants, ni d'âme, y sommeillent. La haute cheminée où quelques flammes veillent rougit le plafond sombre. Et le front sur le lit, une femme à genoux songe, et prie, et pâlit. C'est la mère. Elle est seule. Et dehors, blanc d'écume, au ciel, au vent, au roc, à la nuit, à la brume, le sinistre océan jette son noir sanglot. L'homme est en mer. Depuis l'enfance, ce matelot, il livre au hasard sombre une rude bataille. Pluie ou bourrasque, il faut qu'il sorte, il faut qu'il aille, car les petits-enfants ont faim. Et là, pendant les pages qui suivent, Victor Hugo nous raconte la nuit du pêcheur dans la tempête. Et il pense à Janie, sa femme, qui est restée dans la cabane. Et Janie, elle aussi, pense à lui. Et elle s'inquiète. Alors, au petit matin, n'y tenant plus, elle décide d'aller voir ce qui se passe. Elle prend sa lanterne et sa cape. C'est l'heure d'aller voir s'il revient. Si la mer est meilleure, s'il fait jour, si la flamme est au mât du signal. Tout à coup, à ses yeux qui cherchent le chemin, avec je ne sais quoi de lugubre et d'humain, une sombre masure apparaît, décrépite. Ni lumière, ni feu, la porte au vent palpite. Je ne pensais plus à cette pauvre veuve, dit-elle. L'autre jour, mon mari la trouva malade et seule. Il faut voir comment elle va. Elle entra. Et là, dans la cabane, Janie, la femme du pêcheur, découvre sa voisine morte.
Et puis, près du lit où gisait la mère de famille, deux tout petits enfants, le garçon et la fille, dans le même berceau, souriaient, endormis. Victor Hugo était véritablement quelqu'un de fabuleux, mais pour moi, dans ma petite enfance, Victor Hugo était quelqu'un qui m'a laissé vraiment un très Et mauvais pourquoi souvenir. en fait? C'est pas juste d'étudier le texte, c'est à cause de quoi? Non, c'est parce parce que ça fait vraiment, miroir à ce que je connaissais, Ouais. on va dire, dans mon village à cette époque-là. Je veux dire, Cosette, c'était rien. Il y avait des situations qui étaient telles, quoi, et que je ne pouvais pas supporter. Et Victor Hugo, lui, par contre, ne m'a pas du tout apporté de solution, sinon il m'a profondément ancré tout ce bazar-là qui... Edo, il parle aussi de solidarité. Ouais, Enfin, il parle de complètement. grande misère, bien sûr, mais il parle aussi de solidarité. Et que Janie a eu peur de la réaction de son mari parce qu'elle s'est dit, mon Dieu, mais on a déjà 5 enfants et je vais lui donner encore du boulot en plus, mais qu'est-ce que je fais, je suis folle. Et la première idée du mari, c'est de lui dire, va les chercher. Enfin, et il parle de solidarité, et dans d'autres, il parle de révolte. C'est-à-dire que jamais il se complaît dans ça. Jamais il nous dit, bon ben voilà, ben, vous êtes là-dedans, vous allez y rester. Jamais. La foule était tragique et terrible. On criait « à mort !» autour d'un homme altier, point inquiet, grave, et qui paraissait lui-même inexorable. Le peuple se pressait. « À mort, le misérable !» Et lui semblait trouver toute simple la mort. La partie est perdue, on n'est pas le plus fort, on meurt. Soit. Il avait tout le jour tué n'importe qui. Incapable de craindre, incapable d'absoudre, il marchait, laissant voir ses mains noires de poudre. Une femme le prit au collet. « À genoux! C'est un sergent de ville, il a tiré sur nous. »« C'est vrai, dit l'homme. »« Ah ben, à mort, qu'on le fusille !» dit l'homme. Et l'homme me dit tranquille, « C'est bien. Je suis le loup, mais vous êtes les chiens. Ils nous insultent, à mort !» Les pâles citoyens croisaient leurs poings crispés sur le captif farouche. L'ombre était sur son front et le fiel dans sa bouche. Soudain, on entendit une petite voix qui disait « C'est mon père ». Et quelque chose fit l'effet d'une lumière. Un enfant apparut, un enfant de 6 ans. Ses 2 bras se dressaient, suppliant, menaçant. Une autre femme dit « Petit, quel âge as-tu » Et l'enfant répondit « Ne tuez pas mon père. » Entre 1802 et 1848, eh bien, Victor Hugo était pair de France en 46-47 et il était du côté des puissants. Il a brusquement changé lorsque les ouvriers se sont révoltés en 1848. Et là, eh bien, à ce moment-là, il a vu la misère de près. Absolument. Et brusquement, eh bien, il a dans sa tête, qui était non seulement une belle tête, mais une tête bien faite, eh bien, il est devenu du côté des opprimés. Et ça, il ne faut pas oublier que chez Victor Hugo, c'est quelque chose de rare et quelque chose d'essentiel et qui permet de dire qu'on peut être fier de cet homme, on peut être fier d'être français en parlant de Victor Hugo. Merci Marc. C'est une anecdote et ça s'est passé il y a à peu près 1 an, c'était pour l'été 2024. Donc j'étais avec Patrice, on était en vacances, et un château qui l'intéresse, le château de la Ferté. On prend rendez-vous et un baron nous accueille, nous explique la vie de sa famille, ses origines, et donc c'est un certain Thénard. Et voilà. Et donc il nous fait la visite, et
on arrive tout en haut au niveau des greniers qui ont été aménagés par un de ses aïeux, justement, et qui était donc un savant, père de France, et qui a été un homme politique également, et qui était un opposant à un certain Victor Hugo. Il a écrit Les Misérables, et bien ma foi, les Thénardier, c'est Thénard, les Thénardier, et c'était pour quelle raison d'ailleurs se sont-ils opposés politiquement? Eh bien en fait, la raison principale que j'ai notée, c'était sur le fait de réduire le temps de travail des enfants dans les usines et de passer de 16 heures à 10 heures. Voilà. La misère peut disparaître, comme la lèpre a disparu. Détruire la misère, oui, cela est possible. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse, car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. La misère, messieurs, j'aborde ici le vif de la question. Voulez-vous savoir où elle en est, la misère? Voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller? Jusqu'où elle va? Je ne dis pas en Irlande, je ne dis pas au Moyen-Âge, je dis en France, je dis à Paris et au temps où nous vivons. Voulez-vous des faits? Le mois passé, pendant la recrudescence du choléra, on a trouvé une mère et ses 4 enfants qui cherchaient leur nourriture dans les débris immondes et pestilentiels des charniers de Montfaucon. Je dis que de tels faits, dans un pays civilisé, engagent la conscience de la société tout entière. Ce n'est qu'un premier pas, mais il est décisif. Je voudrais que cette assemblée, majorité et minorité, n'importe, je ne connais pas moi de majorité ou de minorité en de telles questions, je voudrais que cette assemblée n'eût qu'une seule âme pour marcher à ce grand but, à ce but magnifique, à ce but sublime, l'abolition de la misère. Mon père, ce héros sourire si doux. Ce siècle avait 2 ans. Rome remplaçait Sparte. Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte. Ils se battent. Combat terrible. Corps à corps. Voilà déjà longtemps que leurs chevaux sont morts. Ils sont là seuls, tous deux, dans une île du Rhône. Le fleuve à grand bruit roule, un flot rapide et jaune. Le vent trempe en sifflant les brins d'herbe dans l'eau. L'archange Saint-Michel, attaquant Apollo, ne ferait pas un choc plus étrange et plus sombre. Hier, c'étaient 2 enfants, riant à leur famille, beaux, charmants. Aujourd'hui, sur ce fatal terrain, c'est le duel effrayant de 2 spectres d'airain. 2 masques, 2 fantômes, auxquels le démon prête une âme. 2 masques, dont les trous laissent voir de la flamme. J'ai 11 ans, je suis en classe de 6e, c'est au début de l'année de 6e. Pour la lecture, involontaire, je ne suis pas téméraire, seulement pour lire je ne tiens plus, je deviens vite farfelu. Je regarde la prof intensément, le doigt levé et j'y crois vraiment. Comment attirer l'attention? Qu'elle entende ma vibration? Je fais le clown. Je dis « Madame, s'il vous plaît ». Le lys prude me voit approcher sans courroux quand il s'ouvre au baiser du jour. La violette la plus pudique fait devant moi sa toilette. Je suis pour ses beautés l'ami discret et sûr, et le frais papillon libertin de l'azur, qui chiffonne gaiement une fleur demi-nue, si je viens à passer dans l'ombre continue, et si la fleur se veut cacher dans le gazon, il lui dit « Es-tu bête? Il est de la maison !» Voilà. Et maintenant, c'est Isabelle. Elle lit si bien, elle est si belle. Applique-toi, mets bien le ton.
fais-nous une voix de baryton. Elle a pris la vie d'un soldat. C'est la fin pour Esmeralda. À Notre-Dame, venez tous voir la jeune femme qui meurt ce soir. La bohémienne a poignardé, un bel archer, un capitaine, il est si beau, elle si cruelle. Entendez-vous? Comment y croire? L'âme si noire et l'œil si doux. Venez ici, accourez tous à Notre-Dame, venez tous voir la jeune femme qui meurt ce soir. Je ne connais pas ce Hugo, ni ses problèmes conjugaux. Mais je voudrais qu'elle continue, qu'elle le poursuive, je monte au nu, car je crois qu'elle éveille en moi ce qui ressemble à un émoi. Allez, dites Thierry, madame, entre ici pour Notre-Dame. Arrête de faire le dingo, fais honneur à Victor Hugo. Alors, debout sur une estrade, je leur dirai toute la tirade, de mémoire je la connaîtrai, Madame Leblanc applaudirait. Venez ici, accourez tous à Notre-Dame, venez tous voir la jeune femme qui meurt ce soir. Je vais vous interpréter tout seul les deux personnages principaux et le rôle du narrateur, et ça fait 3, de ce récit extraordinaire, écrit par le non moins extraordinaire Victor Hugo. Au commencement, Dieu. Alors là, je ne sais pas comment faire. Dieu. Alors d'abord, oui. Victor Hugo nous dit que c'est pas un petit dieu. C'est pas le petit dieu de celui-ci, le petit dieu de celui-là, et le petit dieu de celui-là. Non, non, non. Victor Hugo, il dit, c'est Dieu. L'être. Il dit l'être. L'esprit. Au commencement, Dieu vit un jour dans l'espace. Iblis. Iblis. C'est qui? Iblis. Le monstre. Le forgeron maudit, le diable, le démon, le rampant. Non, mais je ne vais pas m'arrêter toutes les 2 minutes pour vous dire qui est qui et qui fait quoi. Hein. Alors, on n'a pas des siècles devant nous. Alors, je recommence. Puissance égale... Au commencement, Dieu vit un jour dans l'espace. Iblis venir à lui. Voici, dit le rebelle, moi, je prendrai ton œuvre et la transformerai. Toi, tu féconderas ce que je t'offrirai. Et chacun de nous deux soufflera son zénith sur la chose par l'autre, apportée et fournie. Soit, que te faut-il? Prends, dit l'être avec dédain, la tête du cheval et les cornes du daim. Le ventre du cancer, les anneaux du serpent, les cuisses du samo, les pattes de l'autruche. Oui. Prends. Le démon se remit à battre dans sa corde. Il frappait du sido, quick, du pilon, paf, du maillet, boum, et toute la caverne horrible tressaillait. Les éclairs des marteaux faisaient une tempête. Et ses yeux ardents semblaient 2 braises dans sa tête. Il rugissait, le feu lui sortait des naseaux, avec un bruit pareil au bruit des grandes eaux dans la saison livide où la cigogne émigre. Avec un bruit pareil au bruit des grandes eaux dans la saison livide où la cigogne émigre. Dieu, pour qu'il met sans même son transparent, tendit à grandes mains de lumière baignée, et le démon lui donna l'araignée. Et Dieu prit l'araignée et la mit au milieu du gouffre, qui n'était pas encore le ciel bleu. Et l'esprit regarda la bête. Sa prunelle, formidable, versait la lueur éternelle. Chou, 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 chou. Le monstre, si petit qu'il semblait un point noir, grossit alors et fut soudain énorme à voir. Et Dieu le regardait de son regard tranquille.
Dieu de l'araignée avait fait le soleil. Puissance égale C. Elle met du temps à le comprendre, mais... En partant du golfe d'Otrante, nous étions 30, mais en arrivant à Cadiz, nous étions 10. Bravo! En partant du golfe d'Otrante, nous étions 30, mais en arrivant à Cadiz, nous étions 10. Ces grands de Castille, mes 9 compagnons de bonheur, qui s'en allèrent à Séville épouser des dames d'honneur.